Alors pour finir, j'avais quelques questions qui concernaient plus ta carrière. C'est des questions un peu personnelles, mais je vais t'expliquer pourquoi je les pose. Il y a un film qui est sorti sur Choran, qui s'appelait Choran dernière de Pierre Carl, qui était pas mal. Et à la fin, on voyait Choran dans la dernière loco qu'il avait. Il avait construit une table très très grande. Et Pierre Carl expliquait qu'il avait exprès fait ça parce que les huissiers ne pouvaient pas l'emporter. Ah ouais. Et du coup, ça m'intéresse de savoir des acteurs de la période 68 ou comme toi ou Choran, l'évolution de votre carrière que vous avez eue. C'est-à-dire, ce qui m'intéresserait d'abord, c'est comment tu es passé d'une troupe à jouer tout seul. Est-ce que ça s'est fait par hasard, par défection, parce qu'il y a des trucs que tu voulais jusqu'au bout et à plusieurs tu pouvais pas trop? Non, c'est pas ça. J'ai abandonné le café de la gare une fois qu'il est devenu une hiérarchie normale, avec feuille de paye et tout ça, quoi. Alors, c'est pas entièrement de la faute des gens qui sont dedans, là, actuellement, mais parce qu'il y a eu des gros procès, les charges sociales, il y a eu un effet rétroactif, Ah, vous avez pris un procès, etc., bien sûr. Vous n'avez pas payé? Hein? Vous avez payé? Vous avez une... Finalement, on n'a pas payé, mais c'est vraiment, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas fait payer. Je crois pas parce qu'ils avaient honte, parce qu'en principe, normalement, d'abord, on avait gagné le procès, parce que tout le monde était considéré comme patron, et quand on interrogeait évidemment tout le monde au tribunal, on voyait bien qu'ils disaient la vérité, que personne ne leur donnait une feuille de paye, que l'argent était mis en tas, au milieu, par terre, tu vois, en tas, tout le monde autour, et que les billets étaient distribués comme ça, pour que justement, il n'y ait pas le mec qui à coup sûr va devenir patron, qui est le comptable, celui qui donne la feuille de paye. Alors bon, on a gagné au tribunal, parce qu'aussi on avait une vedette comme avocat, enfin bon. Et puis, la vedette avocat qu'on avait était en même temps légèrement escroc, et il s'est fait rayer de l'ordre des avocats. Pas parce qu'il avait gagné pour nous, mais parce qu'il trafiquait par ailleurs. Alors, il ne nous l'a pas dit. Il nous a envoyé sa secrétaire. Ce qui fait qu'en appel, la petite secrétaire qui était une avocate, mais qui ne me touchait, et qui ne connaissait absolument pas notre dossier, hein, et ben voilà, elle s'est amenée, on ne savait pas que ça serait elle, on ne s'est pas méfié, et on a appris, une fois arrivé dans la salle, qu'on appelle, tu fermes ta gueule, tu n'as pas le droit de parler. C'est que les avocats. Oh, first new. Alors là, évidemment, on a perdu. Mais ils avaient honte, probablement, parce que ça voulait dire qu'on allait avoir à payer 13 années de charges, de charges sur des salaires qui n'avaient pas eu lieu, alors que la loi, elle n'était pas... on avait le droit d'être tous patrons. Et un patron, il a le droit de ne pas prendre d'assurance personnelle pour son avenir. Et s'il veut devenir clodo, ben, il est... Donc, pour faire gagner les charges sociales, ils ont été un peu... ils ont carrément triché dans la honte, quoi. Si on avait été plus... on n'avait pas de journaliste, hein, c'était dans notre code, il n'était pas question de faire entrer un journaliste dans le café de la gare, hein, on ne pouvait pas les inviter. S'ils venaient, il fallait qu'ils payent et pas qu'ils disent qu'ils étaient journalistes. Alors, on n'avait pas de relation pour faire un scandale sur ce jugement qui effectivement était scandaleux. Ça, c'est vers 77, 78, par là. Mais effectivement, on n'a jamais payé. Or, ils auraient pu nous faire payer. Ils pouvaient venir envoyer un mec tous les soirs pour prendre la caisse et puis nous donner le petit pourcentage qui resterait, etc., quoi. Ils l'ont pas fait. On n'a pas su pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Peut-être pour que ça s'écrase, tout ça. Parce qu'ils devaient se douter qu'on aurait levé un sacré scandale, hein, si ça s'était fait. Alors donc, comment toi tu t'es retrouvé tout seul? Petit à petit, la coutume s'est perdue d'être en anarchie. Il y avait des nouveaux qui arrivaient, qui n'avaient pas vraiment construit l'endroit. Parce qu'avoir construit l'endroit, c'est très important. Ça donne des attitudes qui font que tu reçois chez toi. C'est pas du tout pareil que d'être
etc. Et les choses... Alors petit à petit, les gens ont commencé à cesser de venir. Moi, j'étais triste avec mes pièces et tout, et puis j'ai essayé de changer de genre de pièces et tout, puis à la fin, ça me faisait chier, quoi. Tout était lent. On était retombé dans la lenteur hiérarchique des choses. La paye à la fin du mois, la recherche de subventions, enfin toute la honte était là. Et vous restiez sur Paris, vous ne tourniez pas? Non, on ne tournait pas en général. Donc après, quand tu es parti tout seul, tu as dû te trouver un public. Ah oui, j'ai retrouvé mon ancien métier, quoi. Tout seul, tout va vite, ça va vite. Tu vois, tu te casses la gueule, tu remontes, mais ça va vite. C'est pas l'inertie, quoi. Je peux plus supporter l'inertie. Dès qu'il y a une petite hiérarchie qui se crée, moi j'ai la bouche qui tombe. Voilà. On va travailler dans la lenteur. Rien que pour démarrer les répétitions, il faudra attendre que Jocelyne soit arrivée. Et voilà. Et là en ce moment, tu retravailles, j'ai vu un truc de Shakespeare, non? Avec des gens. Ouais, mais ça c'est pas du travail, ça, ouais. Je veux dire, ça c'est pas. C'est un truc qu'on joue 5 fois, 6 fois dans l'année. Alors c'est rigolo, ça me détend, puis ça me fait voir du monde, mais c'est tellement rapide. J'arrive, je maquille, je fais en scène, les scènes, hop, et je me tire. Là on peut pas, là ça va. Et c'est une équipe d'ailleurs hyper disciplinée. Alors, ça me gêne pas. Enfin bon, c'est pas du boulot, quoi. En plus que c'est extrêmement mal payé. Et, d'accord. Et je me demandais aussi ton public, est-ce que tu le connais un peu? Parce que je t'ai vu plusieurs fois, à chaque fois c'était des gens, enfin j'étais toujours le plus jeune. Et je me demandais si c'était un public plutôt dansant 68 arts ou comme ça, ou des gens un petit peu, peut-être, ouais. Je sais pas trop. C'est jamais le même. Il n'a pas le même caractère. Des fois, je me paye des bides où les gens regardent, surtout dans les lieux hiérarchisés d'ailleurs. Une maison de la culture, les gens regardent, tout à fait respectueux, intéressés, mais alors, ça rigole pas du tout. Hein. Oh là là. Des fois, surtout dans le Nord, pour des gens du Nord, des fois c'est du gros, du boulevard pour eux. Et puis des fois dans le Sud, rien, à Paris alors, je faisais des mardis du café de la gare. C'était du chinois. Les gens me regardaient. Mais la dernière pièce, je la trouve, mais c'est pas un reproche, c'est juste parce que je la trouve différente justement. Par exemple, Les Oreilles du Chef, il y a plein de procédés que tu faisais déjà depuis tout ce que j'ai vu ancien. Genre, est-ce que, je sais pas si c'est ça, mais est-ce que les gens qui sont dans le cinéma avaient-ils déjà une tête de camp avant? Sinon, comment leur est-elle venue après? Ça, c'est le genre de truc, c'est ce qu'a fait tout le monde. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de choses comme ça dans l'ordinateur occidental. Ah ouais. Et vous, ça m'étonne pas qu'il y ait moins de rire dans cette pièce. Ah ouais, mais tu sais, quand on ça voit... arrive que des gens se font de la gueule avec. Ah oui, c'est vraiment... Là où on trompe les gens, par exemple, c'est si, comme tu as une salle de cobaye par soir, tu vois, tu t'aperçois que la salle est mystérieuse, mais de plus en plus mystérieuse. Tu sais pas pourquoi, à un moment donné, la pièce leur paraît élémentaire, à hurler. Et pourquoi, à un autre moment, c'est du chinois. Tu ne sais pas. Alors, instinctivement, plein d'acteurs se disent, bon, je suis tombé sur des cons ce soir. Mais il ne peut pas, statistiquement. Tu vois, il ne peut pas avoir une salle de cons et puis une salle de génie, c'est pas vrai. Alors, tout est mystérieux. Dès que tu t'adresses à une salle de façon régulière, qui n'est pas la même, qui a payé, ce qui est très important, parce que quand si c'est sur Billère et Duc, par exemple, tu as des gens, ils n'ont pas choisi le spectacle, tu vois, et ils s'attendaient à autre chose, et alors c'est une catastrophe.
eh ben, tu t'aperçois que les choses sont beaucoup plus mystérieuses que des statistiques ou des savants pourraient les faire, quoi. Il y a le nombre de choses inexplicables, c'est énorme. Une blague, par exemple, que tu fais exactement pareil tous les soirs, tu vois, eh ben, pendant un certain temps, c'est elle qui fait rire tous les soirs. Et un jour, ça s'arrête. Elle ne fait plus rire. Alors tu pourrais te dire, bah oui, elle est un peu vieillie, parce que l'allusion à, mettons, à Charles de Gaulle, c'est un peu vieux, etc., etc. Et puis, 3 semaines plus tard, elle se remet à faire rire. Et tu ne sauras plus du tout ce qui a changé. Or, ce qui a changé, c'est peut-être 20 minutes avant la blague, tu vois. Quelque chose, une préoccupation, un truc, mais toujours c'est mystérieux, mystérieux. Les explications que tu peux donner, elles ne collent pas. Depardieu, non. La dernière fois que je l'ai rencontré, il me tenait un couteau dans le dos, sur la guillole, tu vois. Je ne pouvais pas m'en débarrasser, hein. Mais c'est vieux, ça a au moins plus de 25 ans, ça. Dans un bistrot, je ne pouvais plus m'en débarrasser. J'étais très emmerdé. Il était dans un état de violence extrême. Mais je n'ai pas de relation amicale avec lui. C'est un personnage très très inquiétant. Mais au Café de la Gare, il a été très bien pendant... Enfin, on ne l'a pas gardé longtemps, de 3 mois, 4 mois peut-être. Mais il était plein d'inventions, c'est vrai. Il inventait des détails inattendus, tu vois. À un moment donné, il se faisait tuer dans une espèce de parodie de duel western, tu vois. Il se faisait tuer, et il tombait très violemment, d'ailleurs, il a peur de rien. Il tombait très violemment, et après, c'était l'horreur, parce que pendant que le noir se faisait lentement, il y avait sa jambe qui continuait à battre, comme celle du lapin qu'on a tué, tu vois. Le genre de petits détails horribles, tu vois, ça a l'air de rien, mais la jambe qui bat, les gens ont tenu ça. Et ça, c'est son invention, hein. D'ailleurs, de toute façon, on n'avait rien d'autre que l'invention des acteurs, hein, puisqu'on n'avait pas le droit de les mettre en scène. Hein. C'est pas seulement une question... l'anarchie, c'est pas une question seulement de... il faut respecter les lois, l'anarchie. Quand t'as pas le droit de faire un truc, il faut surtout pas le faire. Enfin, j'étais garde des Sceaux, moi. Et par ailleurs, on n'a pas le droit de désobéir aux 12 lois. Il y avait 12 lois, comme ça, qui n'étaient pas présentées sous forme de loi, hein. Mais tu ne pouvais pas y désobéir. Mais par ailleurs, si tu y désobéissais, personne ne pouvait te punir, puisque il n'y avait pas le droit ni collectif, on ne pouvait pas s'entendre pour punir un bonhomme ou le virer, d'une part, mais d'autre part, personne ne pouvait appliquer une punition à quiconque, tu vois. C'était le patron. Tu prends un tel, il est là, il joue là, c'est le patron. Tu peux pas... s'il est désagréable, tu peux pas le virer, tu peux que le rendre agréable. Il y a des cas où il a fallu s'y mettre vraiment à 8 pour rendre le 9e supportable, des fois. C'est-à-dire tout, la ruse, la flatterie, tout ce qui était autorisé, quoi. Mais pas de punition possible. Alors, représailles encore moins, évidemment. Je vais me tirer un petit taf de cigarette, parce qu'on n'est pas des bêtes. Hein. Ils ont fini, hein. Tu restes un peu de temps. J'ai encore une question. J'avais une autre question. Par rapport à ce que je te demandais, c'était... Parce que c'est un motif qui revient souvent, surtout pour Renaud, cette idée de trahison. D'être traître, quoi, par rapport à quelque chose. Et toi, je me demandais si tu appréhendais la réalité comme ça, c'est-à-dire que tu te dis, oui, Renaud, là, il était cool, et puis il a trahi la cause, entre guillemets, ou tu considères que le système était tellement fort que les individus ont été pris dans une autre hiérarchie, et puis on les déloigne. Je sais pas si tu comprends. Non, ouais. Mais Renaud, je suis pas du tout concerné par Renaud, parce que il y avait Gérard Lefebvre, un des constructeurs,
très jeune, qui, pour diverses raisons, a cessé de venir, tu vois, au théâtre. Il a fallu d'urgence appeler un copain à lui qui savait à peu près le rôle par cœur. Et puis voilà, Sautin, elle l'a eu au téléphone, et puis Renaud, il s'est pointé là. Mais il était en pyjama quand il s'est pointé, c'est-à-dire à quelle vitesse il a fallu qu'il reprenne le rôle. Or, Robin des Bois, qui est... Ça, c'est la suite, si tu veux, de Robin des Bois, le rire du Yeoman, c'est toujours le même Robin des Bois, qui a été réécrit pour faire un film qui n'a pas été fait, qui a été réécrit de 36 façons différentes. Et maintenant, c'est le rire du Yeoman. Robin des Bois, c'est le niais de la tribu, c'est celui qu'on va élire chef, pour pas qu'il emmerde les gens. Donc il faut que ça soit le plus bête qui devienne le chef. Il fallait un chef absolument pour pouvoir avoir des combats courtois. Tu vois, sinon, tu étais du gibier. Donc tu ne pouvais pas résister à une armée, etc. Voilà, chez Sépillac, voilà une des lois qui les obligeait à avoir un chef. Donc, il y a une crise pareille, une crise où on veut élire un chef aussi, et puis voilà, alors on cherche le plus stupide qu'on puisse trouver, quoi. Moi, j'ai envie de te lire le passage, parce que c'est grâce à entre autres pillages, ils ont emporté à des pauvres gars, ils leur ont piqué leur mule, et puis ils leur ont piqué un esclave grec, qui est lépreux. Parce que l'esclave était possesseur d'un livre, tu vois. Et cet esclave, il y en a un d'eux qui s'aperçoit qu'on est en train d'essayer de les hiérarchiser. Alors, il s'aperçoit que celui qui fait le rôle du prof, là-bas, il est en train de faire de la publicité pour Robin, pour qu'on élise Robin comme chef, etc. Alors, il dit, pris de méfiance à l'égard d'Appletree, de cette affaire, j'entrepris mon lépreux grec avec circonspection. Lui aussi avait ce style en quinconce du politicien qui sait la réponse avant qu'on pose la question. Apple, dit-il, est moins fou qu'on ne pense. Tout yeoman, yeoman c'est eux, hein, se glorifie d'être un champion de l'obéissance. Mais comme il n'a ni Dieu ni maître, ni article du règlement, il obtempère avec un zèle fanatique, mais seulement à ses impulsions personnelles. Or, obéir à soi-même n'est rien de plus glorieux qu'être un fainéant, et seul est assez contraignant un ordre qui d'autrui nous vient. C'est la loi du mérite. Bref, yeoman, il vous faut désormais un chef. Et puisqu'obéir à des injonctions débiles et plus méritoire, élisez pour chef le crétin notoire, le pire qui soit dans les environs. Disons un jeune obstinément crétin. Et l'autre, il fait, dans ce cas, pensais-je, Robin, qu'on le veuille ou non, est tout désigné. Du coup, je compris le sens littéral de propagande électorale. Toute hiérarchie, selon moi, prospère sur le fumier du génie populaire, en sélectionnant les plus avachis et refoulant les réfractaires. Une fois l'élite enrichie, et la honte 100 fois blanchie, aux dépens de tous, prolifère indéfiniment le gâchis, selon cette loi séculaire, là où la hiérarchie tout chie. Voilà. Tu vois, c'est là le type même de profession de foi. C'est l'endroit le plus... C'est toujours le même calcul. Comment arriver à essayer de miner dans les esprits cette idée qu'on ne peut pas se passer de chef pour agir. Ce qui est intéressant, je voulais parler de ça, mais je ne savais pas comment l'aborder. C'est quoi? L'idée que, par rapport à 68 et aux marxistes et à comment dire, ce qui a conduit des gens qui disent oui, libertaire c'est bien, mais on le fera après qu'on aura fait l'État révolutionnaire. D'accord. C'est de dire que la commune, bon, ils sont morts. Les communards sont fait crever, donc si on n'a pas l'efficacité
autoritaire d'une hiérarchie pour tuer les blancs, les tout et tout, on va aller dans le mur, quoi, au final. Ouais. Tu noteras que la Commune, ils sont morts parce que les Prussiens étaient là. Ce qu'on appelait les Versaillais, du fait qu'ils étaient arrivés jusqu'à Versailles, il me semble que c'est ça, que l'armée française, qui devait bien exister, n'a pas été capable de les arrêter, quoi. Mais bon, il y a plein d'accidents, mais par ailleurs, l'idée d'anarchie n'était pas l'idée maîtresse des communards, hein. C'était beaucoup plus proche des communistes. Par ailleurs, l'ennemi numéro un, partout, je ne sais pas si tu as lu l'histoire de Makhno, l'anarchiste russe, quoi. C'est extraordinaire, l'agressivité fondamentale des communistes de haut bord, comme Lénine, Trotsky, etc., contre les anards. Parce que l'anarche, c'est vraiment l'horreur pour eux. C'est-à-dire que chaque fois que les anards organisent une fête, une soupe populaire, un truc, ça marche d'enfer. Et que si les communistes le font, ça marche pas. Ça, c'est énervant, terrible. Très, très énervant. Et ça provoque des trucs de jalousie énormes. Et la vie de Makhno est parsemée. C'est Makhno qui a sauvé l'armée rouge 2 fois. La deuxième fois, il a demandé des balles. Avec une armée ridicule, une armée de 50 000 bonshommes à peu près à cheval, tu vois, à cheval. Hein, on était déjà dans la guerre industrielle, hein, à cheval. Simplement, son armée pouvait se disperser à toute vitesse, etc. Et c'était un tout petit noyau de bonshommes. Ils ont renversé les invasions allemandes, prussiennes, etc., sur l'intervention de Makhno. Une première fois. La deuxième fois, ils ont réappelé Makhno, et il a dit, oui, mais cette fois, il faut me fournir des balles. On lui a fourni des balles. Et il a à nouveau sauvé l'armée rouge, en pleine catastrophe, hein, à nouveau sauvé l'armée rouge, et alors, après, il y a eu rassemblement pour fêter ça de tous les officiers de Makhno. Et déportés dans le Nord. Et comme Makhno, lui, était grippé, il n'est pas venu à la fête. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé libre, il a réussi à passer la frontière, et s'est retrouvé à ouvrier chez Renault. C'est drôle comme histoire. Et l'histoire de Makhno, c'est ahurissant de haine des communistes à l'égard de... ahurissant. Et ça, la chose s'est reproduite en 1936 en Espagne. Les anarchistes, c'est un paradoxe très curieux, les anarchistes espagnols possédaient à peu près 70% des usines d'armement en Espagne. Possédaient, enfin ils travaillaient dedans, quoi. Et elles étaient gérées anarchiquement. Et les communistes ont réussi ce tour de force de leur piquer les usines d'armement, tu vois. Et la production a cessé, la production d'armes a cessé, évidemment, instantanément. Donc les communistes ont perdu la guerre contre Franco. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et uniquement sur le principe, tout, mais pas de communistes, pas les anarchistes. Puis il y a eu d'autres scandales énormes. Parce que les soviets avaient le droit de s'organiser en anarchie. Hein. Et c'est à ce moment-là que l'armée est arrivée autour pour entourer une ville qui est restée très célèbre pour ça. Et je ne me rappelle plus le nom de la ville. Où ils ont pratiquement balancé la population dans le fleuve, quoi. C'est pas Kronstadt, non? Hein? C'est pas Kronstadt? Kronstadt, voilà. Le massacre de Kronstadt, c'est resté à peser sur les épaules de Trotsky de façon terrible. Ah, ça a fait comprendre à beaucoup de communistes qu'ils étaient hiérarchistes quoi, et monétaires avant tout. Et que deux façons d'être monétaire et hiérarchiste n'avaient pas grande importance. Tu te retrouveras l'esclave de toute façon. Ce dont ils ont bien fait la preuve avec Staline, quoi. Évidemment, il y avait toujours cette théorie du
après la dictature du peuple, il y aura le dépérissement de l'État. Il n'a pas envie de dépérir l'État une fois qu'il est en haut. C'est affreux. Mais par ailleurs aussi, ils avaient fait un sort à la psychologie, c'est-à-dire qu'il faut pas rentrer dans la profondeur les profondeurs de la psychologie. Pratiquement, il faut que la psychologie n'existe pas. Puisqu'était un peu risqué. On ne peut pas faire une croix sur des éléments de connaissance dont on n'est pas sûr que ça soit inutile.